Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde et je suis très heureux de vous y accueillir. La séance du 25 novembre dernier, la toute première du nouveau conseil municipal dirigé par le maire Éric Latour, retient notre attention cette semaine. On va débuter l'émission avec l'assermentation de 2 élus dont les districts ont fait l'objet de demandes de dépouillement judiciaire. Ainsi, Louis Boucher, nouveau conseiller dans Saint-Eugène, et Sébastien Godette, nouveau représentant de Saint-Edmond-Saint-Lucien, seront assermentés. Nous poursuivrons l'émission avec la période de questions. Patrick Blair viendra questionner l'administration. En fait, il veut obtenir une mise à jour, un suivi de la planification stratégique 2030. Suivra Frédéric Fortier qui, lui, viendra questionner l'administration sur les pistes cyclables et proposera également quelques améliorations à apporter. Quant à Sylvain Blanchard, il prendra le micro pour dire souhaiter que Saint-Jean-sur-Richelieu abandonne l'obligation d'obtenir un certificat de localisation pour clôturer une piscine. Et pour terminer l'émission, nous aurons l'intervention de 3 élus du conseil municipal dans le cadre de la parole aux élus. Nous aurons à tour de rôle les conseillers Daniel Lacherelle, Luc Auboisvert et le maire Éric Latour. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 novembre dernier. Alors, par les présentes, je proclame M. Louis Boucher, élu au poste de conseiller du district numéro 5 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes légalement donnés. Je vous invite à lire l'affirmation solennelle. Et on parle bien du district 4. Ah, c'est bon. Je, Louis Boucher, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 4 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Louis Boucher. Le défi qui nous attend est grand. Nous faisons face à plusieurs enjeux complexes sur lesquels nous pourrons avoir un impact positif. L'accès au logement pour tous, et je pense ici aux jeunes familles, aux personnes seules, aux personnes en situation de précarité. Cette problématique est directement reliée à l'enjeu de l'itinérance. Il faut favoriser aussi le développement économique de notre ville afin d'assurer de nouvelles sources de revenus tout en offrant des emplois intéressants à nos citoyens. L'entretien et une vision à long terme pour nos infrastructures est crucial afin de ne pas se retrouver dans une situation financière difficile pour l'avenir. L'important sera évidemment de maintenir un équilibre afin de respecter la capacité de payer des citoyens. Et bien sûr, la protection des boisés et des espaces verts à perpétuité. Il s'agit d'un enjeu qui nous unit tous, je pense, et qui interpelle l'ensemble de la population, jeunes et moins jeunes. Nous avons la chance de léguer un héritage pour les futures générations. Profitons-en pour le faire maintenant. Repousser à demain cette protection nous fera prendre un risque qui peut être irréversible. Alors, par les présentes, je proclame M. Sébastien Godette, élu au poste de conseiller du district numéro 5 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes légalement donnés. Félicitations. Merci. Je vous invite à lire l'affirmation solennelle. Je, Sébastien Godette, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 5 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat et j'ai signé. Le mandat que je reçois aujourd'hui m'engage envers l'ensemble des citoyens du district 5. Mes engagements pour le district 5 sont ambitieux. Amélioration de nos infrastructures, réduction des nuisances sonores liées à l'aéroport, stationnement autour du cégep, fluidité de la circulation sur le boulevard du Séminaire, sécurité dans les rues des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien, gestion municipale responsable des ressources humaines et des ressources financières et finalement l'itinérance. On a un programme ambitieux, mais je pense qu'on va y arriver. On va y aller donc avec la période de questions. Je vais reconnaître au tout début M. Patrick Blair, qui veut nous parler du plan stratégique 2030.
Et je vais vous demander également de parler très près des micros, autant pour les élus que pour le public, parce que la captation en direct sur YouTube, parfois, quand on est trop éloigné, ici, on est dans une pièce relativement petite, mais à la maison, ça fait quand même une différence. Donc, il faut parler proche du micro. Parfait. Sur le site web de la ville a identifié 3 grands projets. Un, c'est le plan stratégique de développement durable en 2030. Et à part des documents qui étaient mis en 2021 au lancement du plan, il n'y a eu aucune mise à jour de suivi qui était mis sur le site. Alors là, ma première question, et je sais que vous n'avez pas nécessairement la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Parce que c'est bizarre qu'à part d'un plan de 10 ans, à part d'un lancement en 2021, qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Est-ce que c'est un projet qui était abandonné? Est-ce qu'il est encore actif? Est-ce qu'il a simplement été oublié? Alors, en gros, ça, c'est ma première question. Et puis là, pour ma deuxième question, c'est plus, maintenant qu'on est rendu bientôt en 2026, pour un plan de 10 ans, est-ce qu'on pourrait attendre à un rapport de mi-chemin de qu'est-ce qui a été fait à date et qu'est-ce qui est encore à faire? Et encore, si vous me permettez, une question 2.1, c'est quoi un temps raisonnable ou un délai que ce rapport-là pourrait être mis à jour sur le site web? Écoutez, évidemment, je n'ai pas ce détail-là aujourd'hui. D'ailleurs, la mise à jour à laquelle vous faites référence, qu'est-ce que vous constatez-vous, une date en question que vous voyez sur le site? Oui. Alors, sur le papier que je vous ai donné, vraiment, la page principale de la ville, vous êtes ville, grand projet, vous rentrez sur le site web, puis c'est un document de 160 pages d'objectifs, de mesures de rendement, conseil public, et puis qui était déposé sur la ville. Il y a un genre de timeline, puis ça dit juin 2021, le document a été déposé, puis plus rien après. Okay. Écoutez, merci de le porter à notre attention. On va faire des vérifications requises. Je vois que sur le papier, vous avez mis votre numéro de téléphone. Donc, quelqu'un du cabinet va vous rappeler ou de la direction générale pour vous donner l'information. Mais je pense honnêtement, en tout respect, je pense que ça va de soi qu'on soit évidemment le plus actuel possible dans l'information qu'on puisse diffuser. Mais évidemment, dans ce cas-là précis, on va le vérifier, bien sûr. Mais là, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir un rapport à mi-chemin, après 5 ans, que c'est normal qu'il n'y a pas de rapport de suivi? Monsieur le directeur général. Merci, M. le maire. Effectivement, il y a une mise à jour de privé en 2026. Le plan n'a pas été mis de côté. Il y a des actions qui ont été prises par le Conseil. Il était déjà prévu de faire une mise à jour en 2026 sur le site. Alors, en 2026, si j'ai bien compris plus ou moins qu'il va y avoir une mise à jour de qu'est-ce qui s'est fait dans les derniers 5 ans puis qu'est-ce qui est encore à faire dans les 5 ou 4 prochaines années? Il y aura une mise à jour du plan qui aurait été faite, oui. Merci beaucoup. Qui va être fait. Merci beaucoup pour votre question. Merci pour le complément d'information. On va passer maintenant à M. Frédéric Fortier concernant les pistes cyclables. Oui, je le sais, il y a de la neige, là. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter tous et toutes pour votre élection. Je voudrais aussi dire un merci spécial à Daniel. Daniel, je t'ai vu le lendemain de ton assermentation sur le coin de l'école. Fait que je sens que tu prends au sérieux nos requêtes, mais c'est pas pour ça que je veux discuter aujourd'hui. Le 19 novembre 2024, j'interpellais les candidats déclarés à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant la fermeture des pistes cyclables le 31 octobre. En fait, je devrais plutôt dire pourquoi l'interdiction de stationnement dans les pistes cyclables n'est effective que du 1er mai au 31 octobre. Comme je disais tout à l'heure, oui, il y a de la neige cette année. C'est peut-être plus difficile pour les utilisateurs du vélo. Mais la réalité, c'est que, de un, il y a des citoyens qui fournissent un effort, qui prennent leur vélo pour les courts déplacements au lieu de prendre leur voiture. Et on a aussi des citoyens qui doivent se déplacer puis qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Ces gens-là doivent aussi se déplacer pour aller travailler, faire leur commission dans la ville. Puis il y a aussi des citoyens qui se déplacent presque exclusivement en voiture et qui ont déjà une case de stationnement à leur domicile. Dans ces derniers, pourquoi certains se stationnent-ils dans une piste cyclable? Par paresse ou pour être plus proche de la porte, comme on dit?
Alors, donc, d'un côté, on a des gens qui fournissent un effort et d'autres qui ont une nécessité et peu de moyens. Qui est récompensé? Malheureusement, c'est la troisième catégorie. Donc, on récompense les gens en leur donnant un espace de stationnement pour leur bien privé sur l'espace public, tout en privant les citoyens qui veulent se déplacer de façon active à devoir louvoyer au travers des voitures. Dans plusieurs autres villes, la durée d'interdiction de stationnement va du 15 avril au 30 novembre, comme à Montréal, par exemple. Ce serait, à mon avis, un minimum. Monsieur le maire, Éric. On se connaît. On se connaît, mais ça va être Monsieur le maire ce soir. Éric, ça pourrait être autour d'une bière éventuellement. En novembre 2004, vous aviez répondu à ma publication avec ce commentaire. Merci pour cet exemple, ça va alimenter la réflexion. Oui. Vous avez eu 1 an maintenant pour réfléchir, Monsieur le maire. Elle est rendue où, votre réflexion? Sur une base très personnelle qui n'engage que moi-même, et on pourrait en discuter évidemment en caucus, je pense qu'effectivement, c'est sûr que là, cette année, c'est peut-être un mauvais exemple parce que la neige est arrivée vraiment plus tôt que prévu. Mais je pense qu'effectivement qu'on pourrait envisager et de voir comment dans la mécanique ça peut se faire, comment on pourrait peut-être extensionner un peu nos périodes à la fin de l'automne et au début du printemps. J'irais même plus loin que ça. Je sais que ça a déjà été évoqué l'an dernier, mais bon, bref, ça n'a pas été appliqué pour 1001 raisons. Est-ce qu'on est rendu aussi à l'étape de peut-être déneiger 1, 2 pistes, nord, sud, est, ouest? Aujourd'hui, évidemment, les pistes, les vélos ne sont plus ce qu'ils étaient. Beaucoup de véhicules maintenant de vélos électriques, de fat bike, qui peuvent se déplacer, dans le fond, 12 mois par année. Je pense qu'on doit évoluer sur cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas le faire non plus sur un coin de table ou en claquant des doigts. Il faut mesurer les pour et les contre, puis le faire correctement. Mais je pense que c'est un sujet qui pourrait être amené pour fin de discussion. Mais je pense que moi, personnellement, je me montrerai ouvert à cette question-là. Moi, en tant qu'utilisateur, 12 mois par année ou à peu près, là. Tout à fait. On est rendu là. On ne demande pas nécessairement le déneigement, mais que ce soit sécuritaire, puis ça ne l'est pas. C'est difficile sur plusieurs segments présentement dans la ville. Tout à fait. Puis, vous n'en avez pas parlé, mais vous le savez, je pense que toutes les équipes ici autour de la table, on dit aussi qu'il y a un autre enjeu à Saint-Jean qui est l'interconnexion des pistes, surtout dans le secteur Saint-Luc. Je pense que ça aussi, ça demeure un enjeu sur lequel le nouveau conseil va devoir se pencher. Ça va me faire plaisir de vous donner des recommandations. Merci. Salut. Monsieur Sylvain Blanchard. Oui, bonjour. Moi, j'ai un long préambule et j'ai une question à la toute fin. Le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle loi sur la réglementation des piscines. En vertu de celle-ci, tous les propriétaires de piscines doivent les clôturer sous peine d'amende. Or, comme des dizaines de milliers de citoyens à travers la province, je n'ai jamais eu besoin, et je n'aurai jamais besoin non plus, d'une clôture pour sécuriser ma piscine. Aucun enfant ne pouvant s'y aventurer, la totalité de mon terrain étant clôturée. Mais comme l'État a décidé qu'il valait mieux forcer tout le monde à installer des clôtures autour de leur piscine plutôt que de responsabiliser les parents en leur demandant de surveiller leurs enfants qui s'y baignent, je suis obligé, à grands frais, de clôturer la mienne, une facture de 10 000 $. Une facture de 10 000 $ totalement inutile, puisqu'aucun enfant, encore une fois, n'a jamais accès à ma cour arrière. Mais comme la loi, c'est la loi, certains fonctionnaires sont déjà à pied d'œuvre pour la faire respecter avec zèle, aveuglement et sans jugement. Or, parmi eux, il y en a ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, précisément au service de l'urbanisme, et qui n'attendent qu'une chose en ce moment. On leur présente un certificat de localisation de nos résidences avant de faire installer nos clôtures. Une autre facture, celle-là de 1 500 $ que je devrais verser cette fois à des arpenteurs et qui s'ajoutera aux 10 000 $ que je devrais payer pour l'installation de ma clôture. Une facture de 1 500 $ qui n'est rien d'autre qu'une façon de siphonner encore davantage de citoyens parce qu'elle résulte d'une mesure bureaucratique insensée, abusive et donc excessive. Des certificats de localisation n'étant d'aucune espèce d'utilité, ni aux installateurs de clôture, ni aux propriétaires de résidences, ni à quelque fonctionnaire que ce soit, ni à personne. Tous les installateurs de clôture, sans exception, dressent des plans on ne peut plus précis pour que ces clôtures soient conformes à la nouvelle réglementation. Cela va de soi. Ils font ce travail sans que personne ne trouve rien à redire, sauf à Saint-Jean-sur-Richelieu où on exige des certificats de localisation de nos résidences qui nous coûtent, à nous, les propriétaires de piscines, 1 500 $ à chaque fois.
Que les urbanistes de la Ville examinent les plans des installateurs de piscines pour s'assurer qu'ils soient conformes à la nouvelle réglementation, très bien. Mais qu'on nous oblige à verser 1 500 $ à des arpenteurs pour permettre aux urbanistes d'avoir accès aux mêmes plans sensiblement que ceux fournis gratuitement par les installateurs de clôture, voilà un excès de zèle et un abus de pouvoir totalement inacceptable. Votre question? Je fais donc appel au Conseil de Ville pour qu'il intervienne dès aujourd'hui pour mettre fin à cette pratique injuste, grossière et indécente qui ne sert qu'à nous appauvrir et à nous rendre encore plus cyniques face aux fonctionnaires, à leur paperasse et leur bureaucratie. Pourrons-nous cette fois, et c'est la question que je pose en terminant, compter sur le maire, que je félicite en passant pour son élection, pour s'occuper de ce dossier? Merci beaucoup, M. Blanchard, pour votre question. Je ne vous cacherai pas, et probablement que les membres du Conseil vont être d'accord avec moi, dans toute cette campagne électorale, on a fait des centaines, voire des milliers de portes, et il y a eu plusieurs situations en lien, évidemment, avec la nouvelle réglementation des piscines. Combien de fois on m'a invité à traverser la maison pour aller voir la cour, la fenêtre, la porte, bon, etc. Vous pouvez comprendre. Donc, je sens que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je comprends que ça dépend aussi d'une réglementation qui n'est pas la nôtre, une réglementation provinciale, mais dans l'application, évidemment, la Ville entre en ligne de compte. Il serait peut-être intéressant, Monsieur le directeur général, de peut-être voir un peu où ce qu'on en est rendu, de quelle manière on applique ça. Évidemment, on rentre dans la période hivernale, mais bon, le printemps va finir par arriver. Et j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Donc, je comprends, j'ai de l'empathie pour ce que vous vivez parce que je l'ai entendu des dizaines, voire des centaines de fois, de toutes sortes de situations qui parfois ne sont pas uniques, mais qui finissent par se ressembler dans l'application. C'est loin d'être simple. Bref, je sympathise avec vous. Mais si vous me permettez, pour simplifier justement le dossier se résume à une chose, c'est le certificat de localisation de nos résidences. Ça va. Sans ce certificat-là, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Je comprends. Ce certificat-là est complètement inutile dans la mesure où les installateurs de clôture dressent des plans d'une finesse et d'une précision inouïe qui nous permettent de s'assurer que nous sommes en règlement avec la nouvelle réglementation des piscines. On vous revient. Évidemment, je n'ai pas vos coordonnées, mais évidemment, on se connaît. Je vais être capable de vous rejoindre facilement. M. Santerre? Vous pouvez le faire. Oui, ça va? OK, bon, c'est votre citoyen, évidemment. Merci beaucoup, M. Blanchard. M. Hacherel, district numéro 9. Oui, tout d'abord, un retour très attendu. La passerelle piétonne au coin de Loyola qui passe par-dessus le canal est revenue. Je suis passé par là en m'en venant ici et j'ai fait « Elle est revenue ». On était nombreux à l'attendre. On était sur le coin de la rue à attendre qu'elle revienne déjà depuis une semaine. C'était pénible, donc on est content qu'elle revienne. C'était une blague, on n'était pas sur le coin de la rue. Des fleurs et des pots. Les fleurs d'abord, je tiens à remercier les personnes qui travaillent ici, en fait, à qui j'ai adressé 146 questions par courriel dans les 3 dernières semaines. Pas toujours pertinentes, en fait, mes questions. J'avais pas vu que j'avais déjà la réponse dans mon ordi. Ils ont été très patientes avec moi. Donc, je voulais souligner le travail de ces personnes-là. En même temps, ils m'ont pas envoyé de courriel aujourd'hui. Peut-être qu'ils m'ont juste mis dans leur courriel. Puis je sais pas. Mais non, je pense qu'ils vont continuer à me répondre. Ils sont super fines. Les pots, je les destine à un sous-groupe que l'on retrouve parmi les conducteurs de véhicules lourds. Un sous-groupe malheureusement de plus en plus nombreux qui ignore la signification de la mention « excepté livraison locale ». À tous ces champions, donc, qui se retrouvent dans leur véhicule lourd sans droit, tous les jours dans les rues de notre quartier, Maisonneuve, Saint-Hubert, Champlain, Saint-Denis, les camions devraient être dans certaines rues, là où ils sont permis, et non pas n'importe où, dans des rues de quartier, parce que je le sais pas, là, parce qu'ils sont pas capables de comprendre l'expression « excepté livraison locale ». Si vous n'êtes pas capable, rabattez-vous sur la base. Sur la fiche, il y a un camion, puis il y a du rouge, c'est non, on va pas là. On est quelques-uns durant la campagne à me l'avoir mentionné, mais quelques-uns, là. Très peu, très, très peu souvent. Aux autres chauffeurs qui respectent les règles et qui font rouler l'économie, merci beaucoup.
C'est tout. Monsieur Boisvert, district numéro 12. Bonsoir à tous. Tout d'abord, une nouvelle qui concerne l'île Sainte-Thérèse. Donc, il y a eu quand même des nombreuses plaintes au sujet des pannes qui ont eu lieu récemment, donc des pannes électriques. La dernière qui date du 12 novembre, qui a duré pour certaines adresses jusqu'à 35 heures. Je tiens juste à faire un suivi auprès des citoyens qui nous écoutent pour leur dire qu'on a demandé à la Ville d'entreprendre des discussions avec Hydro-Québec pour comprendre la fréquence, les causes et les possibilités de rallier les connexions probablement à la ligne desservie par Saint-Jean ou potentiellement aussi d'offrir d'autres mesures de contingence pour limiter les impacts pour les habitants qui habitent la partie nord de l'île. Donc, je tenais à le dire parce que je suis nouvellement en poste, mais je veux que vous sachiez que d'emblée, il y a beaucoup de dossiers qui ont déjà été apportés à la Ville ou qui sont en cours de. Dont, par exemple, je vais tenter de ramener dans l'actualité la protection des boisés. Évidemment, le déneigement a été discuté, la sécurité également. Pour ceux qui me connaissent ou qui vont apprendre à me connaître, j'ai toujours été une personne d'efficience, de transparence, d'agilité et d'imputabilité. Et en ce sens, je tiens à remercier la volonté du maire de donner suite à la proposition de mettre en place le comité d'audit et de gouvernance, ainsi que la volonté de briser les silos. Donc, plusieurs personnes ont nommé autour de la table de vouloir regrouper des comités. Moi, je le vois d'une manière où est-ce que c'est une possibilité d'augmenter la communication entre différentes parties prenantes sur des sujets qui se tiennent comme ça. Et pour moi, briser des silos, c'est gage d'efficacité, évidemment, quand c'est bien fait. Il y a aussi des comités qui sont franchement intéressants, qui sont ramenés autour de la table et il y a eu un peu de ménage. Donc, je suis quand même assez content de voir qu'est-ce qui s'en vient et j'espère qu'on va leur faire de la place aussi aux recommandations qui vont nous être émises parmi tous les comités sur lesquels vous siégez et sur lesquels je siège aussi. Tantôt, il y a eu une dissidence là, concernant justement un manque d'information pour ces différents comités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre demande, la demande est arrivée aujourd'hui, ce qu'on aurait aimé, et ça aurait pu être possible, c'est peut-être tout simplement d'en discuter une prochaine fois dans un comité plénier qui n'a pas eu lieu aujourd'hui. J'ai dit dissidence, mais ce n'est pas une dissidence. Il y a eu un vote contre. Fait que tout simplement, s'il y a peut-être des éléments à l'ordre du jour qui s'ajoutent à la dernière minute, des fois, c'est difficile de pouvoir bien se positionner, d'avoir toutes les informations. Donc, Mélanie, tu semblais pouvoir nous expliquer une de ces parties de ces explications-là. Donc, peut-être à ce moment-là, garder un comité plénier si on voit qu'il y a des ajouts de dernière minute. Et je réitère là, que je comprends l'urgence pour certains comités. À tous mes citoyens de District 12, et je termine sur ce point, je tiens à vous mentionner que je vais, justement en parlant de transparence, je vais tenter d'être le plus éloquent, le plus transparent vers vous sur l'avancement de tous les dossiers, que ce soit justement en prenant un temps ici, mais que ce soit sur les réseaux sociaux aussi. Et n'hésitez pas à me contacter quand vous le voulez. Merci. Merci beaucoup, M. Boisvert. Quelques petits points. D'abord, concernant les comités, évidemment, c'est un exercice qui était assez long et ardu. J'ai même terminé samedi matin, ici même au bureau, parce que le document sur lequel je me suis basé, je me suis rendu compte, évidemment, qu'il y avait des comités qui n'existaient plus ou presque pas, ou des comités qui ne siégeaient presque plus. Bref, j'ai tenté de faire un ménage là-dedans. Effectivement, j'avoue que l'agriculture, effectivement, qu'on pourrait créer un comité. Peut-être que oui. Effectivement, il y avait comme un ménage à faire, mais une urgence d'agir aussi pour être capable d'accélérer l'adoption de la résolution ce soir. Mais les comités, ça reste quand même quelque chose qui est évolutif là, durant un mandat. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Est-ce qu'il y en a, exemple, comme l'agriculture qu'on pourrait ajouter? C'est d'excellents points, effectivement, qu'on pourrait regarder. Je vous ai parlé d'itinérance un peu plus tôt parce que vous l'avez vu au point 9.3 où on accorde une aide d'urgence à Action Dépendance dans l'objectif que cet organisme puisse négocier un bail et effectuer des travaux pour une ressource d'hébergement d'urgence. Vous l'avez évidemment, si vous avez suivi la campagne, on l'a dit dès le lendemain de l'élection. J'en parlais déjà avec M. Dubois. La semaine suivante, c'était la sermentation. Et dès le lendemain, l'administration avait déjà une présentation à me faire. Merci à l'administration d'avoir pris de l'avance, compte tenu de l'urgence, évidemment, et de ce qu'on avait dit durant la campagne électorale. Rapidement, à notre premier plénier, on a été capable de communiquer
communiquer un minimum d'informations aux élus. Ça a continué à être évolutif parce qu'on a parlé au bureau des députés, au bureau de la ministre Bélanger, au CIS de la Montérégie-Centre, et c'est pas terminé. J'ai d'autres rencontres à venir dans les prochains jours. Vous l'avez vu au niveau des chiffres, j'ai fait une sortie publique là-dessus. On est passé de 40 à 55 personnes en situation d'itinérance qui dorment dans la rue, pas très loin d'ici d'ailleurs, sur la place du marché et ailleurs dans la ville. Plus de 90 personnes qui sont suivies par l'escouade mixte et 208 personnes qui reçoivent des services du centre de jour. Centre de jour qui va devenir aussi notre prochaine urgence parce qu'une fois qu'on aura établi l'hébergement d'urgence en prévision de l'hiver, et on parlera d'un hébergement permanent plus tard, évidemment, pour l'an prochain. Notre prochaine urgence va être le centre de jour également qui va nécessiter des décisions extrêmement rapides. Vous savez, souvent on parle d'argent, mais il y a des dossiers comme celui de l'itinérance où ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de dignité, de respect, de sécurité aussi. Il y a des situations, notamment celle qui est près d'ici, évidemment, qui me préoccupe et qui n'a aucun sens. Et quand je parlais de samedi matin où je suis venu tout bonnement au bureau finir mes comités, il y avait 3 personnes de stationnées sous l'hôtel de ville. Évidemment, je les ai pas dérangées. Il y avait 3 personnes dans des sacs de couchage couchés à même l'asphalte alors qu'il faisait -2, -3. Ça n'a aucun sens, c'est une préoccupation. Je pense que nos partenaires également sont très préoccupés par la question. On n'a pas eu de refus, ceci dit, on a eu beaucoup d'ouverture. Évidemment, il y a des machines qui doivent se mettre en œuvre et je le dis, c'est une responsabilité qui est partagée. La Ville peut bien accueillir sa responsabilité à l'égard de la sécurité, à l'égard des infrastructures, mais la partie qui relève des services sociaux doit quand même continuer d'être livré par le ministère des Services sociaux et de la Santé. Donc, évidemment, vous n'aurez pas terminé on n'aura pas terminé de parler d'itinérance, mais merci à l'administration, merci aux élus également pour votre ouverture sur le sujet. Et évidemment, on n'aura pas fini d'en parler. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Pour revoir en ligne cette émission, toutes les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu, je vous invite à consulter notre site tvhr9.com. Mon nom est Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.